Eh bien, messieurs, dames, bonjour. Est-ce que tout le monde voit mon écran? N'hésitez pas. Cyril, c'est bon pour toi? Alors, Anne-Karine, oui, pas de souci. Parfait, eh bien, c'est parfait. Eh bien, let's go. Messieurs, dames, merci de vous être présentés si nombreux pour ce webinaire. Donc, on va aborder l'ensemble des sujets liés à la conformité URSSAF. L'objectif ici, ça va être évidemment de vous donner un peu dans une logique Pareto, le 20-80, de vous donner tout de suite des informations très précieuses, très efficaces, immédiatement applicables pour votre cabinet. On n'ira pas dans l'ensemble des détails, puisque l'objectif étant de faire cette présentation en une demi-heure, que vous ayez le temps de manger derrière. Donc, on va attaquer immédiatement. On va déjà se présenter l'un l'autre. Donc, moi-même, Jean-Sébastien, donc, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Vasa, qui travaille justement sur les questions de conformité en protection sociale des TPE-PME. Donc, on a développé toute une série d'outils qui permettent au cabinet d'aborder ce sujet de la conformité en protection sociale, tout en considérant que vous n'avez ni le temps ni les moyens généralement d'assurer cette conformité, alors que votre métier devient de plus en plus orienté sur les questions de conformité. Et toi, Cyril, qui es-tu? Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon parce que je suis désolé, C'est j'étais pas parfait. connecté. Super. Écoutez, ouais, Cyril Repussat. Donc moi, je suis un ancien inspecteur URSSAF. J'ai exercé à l'URSSAF PACA. Donc moi, j'étais sur le site de Nice pendant 5 ans. Et par la suite, donc j'ai quitté l'URSSAF. J'ai eu quelques expériences en cabinet de conseil et j'ai finalement fondé mon cabinet de conseil fin 2019. Donc le cabinet Mon Inspecteur, qui a pour vocation d'accompagner les entreprises autour du sujet du contrôle URSSAF, que ce soit avant, pendant ou après, au travers de différentes prestations qu'on pourra détailler ensemble. Et j'ajoute aussi un point qui est extrêmement important, c'est que tu travailles régulièrement effectivement avec des cabinets d'expertise comptable et tu es aussi quelqu'un qui est expert du sujet de la paye, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, j'interviens avec que ce soit des entreprises en direct ou des experts comptables. Les experts comptables principalement sur des missions de formation ou d'assistance à contrôle pour des clients de leur cabinet. Et sur la partie paye, effectivement, j'ai également une société dédiée à l'externalisation de la paye, que ce soit de l'externalisation en direct pour les entreprises ou en sous-traitance pour des cabinets d'expertise comptable. Et on travaille sur Silay. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de poser le contexte que vous connaissez, mais je pense que c'est un bon webinaire a besoin qu'on mette l'église au milieu du village. Donc, ce qu'on a tous observé et ce qu'on sait tous, c'est que le métier de l'expert comptable évolue. Il évolue notamment avec l'arrivée de la facture électronique, où l'expert comptable va devenir de moins en moins comptable et de plus en plus expert. Et l'expertise sur laquelle vous êtes appelé à travailler de plus en plus, c'est tous les éléments liés à la conformité. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de devenir un bras droit du dirigeant pour que le chef d'entreprise puisse se consacrer de plus en plus à son cœur de business, là où il va générer du chiffre d'affaires, et vous, là derrière, êtes en capacité de l'aider sur l'ensemble des problématiques réglementaires. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment que dans les postes de sinistralité les plus importants, vous le savez comme moi, eh bien, c'est tous les éléments liés au social. Alors, nous, on a une spécificité chez Vasa, la protection sociale, mais donc Cyril va aussi ouvrir l'ensemble des éléments sur tous les postes de social. Et donc là, ce qu'on va regarder dans un premier temps, première question qui vient, c'est comment les contrôles sont-ils décidés et planifiés? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors effectivement, c'est une question qui revient assez souvent. On se demande toujours, comment ça se fait qu'on a été contrôlé? Beaucoup d'entreprises, ou d'employeurs ont souvent l'idée en tête que, bah, par exemple, ils ont été, dénoncés. Alors tout de suite pour parler du sujet délation très rapidement, effectivement, il y a des délations, qui peuvent déclencher des contrôles, mais ce sont des cas, alors il y a beaucoup de délations, mais ça entraîne au final assez peu de contrôles et surtout ce ne sont pas des contrôles, classiques pour lesquels vous recevez un avis. En général, les délations entraînent des contrôles inopinés dans le cadre du travail dissimulé. Donc voilà, on n'est pas dans le cadre d'un contrôle totalement classique. Euh,
À côté de ça, comment est-ce qu'on planifie et on décide des contrôles? Eh bien, en fait, les contrôles sont, décidés de il y a 2 vecteurs principaux. Le premier, c'est les URSSAF, locales. Donc chaque URSSAF, régionale, va décider de plans. Ces plans de contrôle vont être établis par, un service du plan, qui est dirigé généralement par le responsable contrôle, de l'URSSAF locale. Ils vont en fait déterminer des critères de risque, qui peuvent être liés, au secteur d'activité, à la taille de l'entreprise ou à une période sans contrôle. Donc ça peut être par exemple, une entreprise, du BTP, pas contrôlée depuis plus de 5 ans, avec, 10 à 50 salariés. Donc en fait, voilà, l'URSSAF va saisir ces critères dans la base de données de l'URSSAF et ça va ressortir, toutes les entreprises concernées par ces critères et cette liste d'entreprises concernées va être dispatchée aux inspecteurs qui vont pouvoir ensuite, planifier les contrôles. Donc Donc, ça c Ouais, pardon, vas-y, donc vas-y. là, tu as cité déjà trois critères et je pense qu'on peut déjà les creuser sur ces éléments-là. Donc, le premier élément que tu en as parlé, c'est la taille des entreprises. Donc, Mmh. si je me souviens bien, ce qu'on avait échangé en amont, une petite entreprise a moins de risques d'être contrôlée régulièrement qu'une grosse entreprise. En termes de cycle, effectivement, une petite entreprise va être normalement, contrôlée moins fréquemment qu'une grande entreprise, pardon. Sachant que, plus on est gros, plus on est contrôlé fréquemment et notamment, comme on le disait en préparation tous les 2, une entreprise de plus de 500 salariés à l'URSSAF, généralement, va être contrôlée, tous les 3 ans. À l'inverse, suivant le code NAF, il y a des fréquences qui augmentent et notamment sur, les entreprises qui sont très travaillées, dans les cabinets d'expertise comptable, à savoir le BTP, l'hôtel, café, restaurant ou des entreprises de ce type-là. Exactement. Aujourd'hui, il va y avoir des secteurs, que l'URSSAF considère à risque. On va retrouver principalement le BTP, le transport, les HCR, la sécurité, la propreté. Ces 5 secteurs sont les secteurs, les plus à risque pour l'URSSAF et effectivement, chaque année dans les plans, on va retrouver des plans dédiés à ces secteurs-là. Donc même si on est petit, dans ces secteurs, on a quand même plus de chances d'être contrôlé, régulièrement. Alors ça va pas être tous les 3 ans évidemment, l'URSSAF n'a pas les ressources humaines pour contrôler, tous les 3 ans, toutes les entreprises de ces secteurs. Mais on va être sur une périodicité plutôt généralement autour des 5 à 7 ans maximum entre 2 contrôles. Et alors, dernier point, ce que tu m'expliquais aussi en amont de la préparation de ce rendez-vous, c'est que concrètement, il y a aussi des questions exceptionnelles, entre guillemets. Tu avais parlé par exemple des entreprises de la fibre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans la fibre? Alors en fait, oui, c'était le deuxième vecteur que j'allais présenter, tout à fait, merci. En fait, le deuxième vecteur, c'est, des ce qu'on appelait des plans nationaux. C'est des plans qui sont décidés par, un autre organe que les URSSAF locales. Donc c'est généralement, ça va être décidé par, l'URSSAF Caisse nationale, qui s'appelait auparavant l'ACOS, qui va éditer des plans, alors soit selon des critères de risque que eux mêmes ont définis, soit selon ce qu'ils appellent le data mining. Donc le data mining aujourd'hui, c'est que, en interne à l'URSSAF, il y a effectivement des applicatifs, algorithmiques, hein, qui viennent, faire des calculs par rapport à, justement, quelles sont les entreprises, les secteurs dans lesquels il y a eu beaucoup de redressement, où il n'y a pas eu de contrôle depuis une certaine, périodicité et cetera. Donc des algorithmes qui vont tourner en interne de ce service et qui va, ressortir justement des plans spécifiques et l'exemple que tu cites, c'est qu'effectivement, en 2024, il y a eu un plan assez fort sur toutes les entreprises de postes de fibre optique. Donc, on a eu énormément de contrôles et c'est vrai que j'ai été, moi, pas mal sollicité, avec près d'une dizaine d'assistances, sur ce secteur d'activité-là en particulier, puisqu'il y a eu vraiment énormément de contrôles, ouais. Et j'imagine que ces contrôles et les points sur lesquels vous pouvez être sollicité, c'est forcément aussi lié à l'actualité et aux évolutions législatives. Exactement, exactement. Après, s'il y a des secteurs, effectivement, où on va détecter, des pratiques particulières. Alors, j'ai pas d'exemple forcément récent, mais moi, à l'époque où j'étais à l'URSSAF, il y a eu une période où, par exemple, dans les ambulances, ils ont tenté de faire, d'avoir beaucoup recours à des auto-entrepreneurs. C'est vrai que, les auto-entrepreneurs en ambulance, c'était pas possible, donc il y a eu des plans spécifiques sur les entreprises d'ambulance pour aller vérifier celles qui faisaient appel éventuellement à des auto-entrepreneurs. On peut avoir effectivement, voilà, un ciblage sur une pratique identifiée à un instant T.
Très bien. Alors maintenant qu'on a vu comment les contrôles étaient décidés et planifiés, ce qu'on va s'intéresser, c'est comment limiter les risques au quotidien et donc en cabinet. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, juste, je vois que quelqu'un a levé la main. Je sais pas si tu as vu, je sais pas si on prend des questions en direct ou pas. Eh bien, écoute, si tu peux Ah, le faire, vas-y. on peut tenter, mais je sais pas Ou si sinon, madame on peut prendra toutes les questions à la fin si vous voulez bien. Allez, bah, on fait ça, alors pas de souci. Donc sur la limitation des risques, au quotidien heu, en cabinet, une problématique qu'on rencontre, assez souvent, alors pareil, hein, je fais pas de généralité, c'est pas forcément le cas de tous les cabinets, mais pour les cabinets qui sont organisés par service, avec vraiment un service dédié comptabilité, un service dédié à la paye, moi je constatais assez souvent quand je contrôlais, qu'il y avait un manque de communication, entre les collaborateurs qui travaillaient sur un même dossier, mais donc sur des activités distinctes, côté compta et côté paye. Et ça pouvait parfois générer des redressements parce qu'on peut avoir des pratiques sociales que le client du cabinet va mettre en place et il va informer qu'un seul de ces services-là, en l'occurrence souvent la compta, qui ne va pas communiquer avec la paye et ça va engendrer un redressement qu'on aurait pu éviter. Un exemple assez fréquent, moi que je retrouvais, c'était, le cas du véhicule, c'est-à-dire le dirigeant de l'entreprise qui achète ou qui loue un véhicule, privé, hein, pas un véhicule, utilitaire, et qui va informer uniquement la compta parce que la compta voit passer le mouvement bancaire donc bah, il informe, il donne le contrat de leasing ou la facture d'achat et en fait, bah, derrière, pas d'infos auprès du service paye qui du coup ne va pas savoir qu'il faut évaluer un avantage en nature et puis, bah, va se retrouver avec un trou, pas d'avantage en nature qui peut durer quelque temps, quelques années. Puis le jour où l'URSSAF vient, bah, l'URSSAF, on regarde bien la compta, donc on va bien constater le véhicule en compta et on va voir qu'en paye, bah, il y a pas d'avantage en nature. Donc ça va générer un redressement qui aurait pu être facilement évité. Donc moi, voilà, un des basiques que je recommande toujours, c'est de dire au cabinet, si vous êtes organisé en service et que vous n'avez pas des collaborateurs qui font à la fois la compta et la paye, à essayer d'organiser au maximum des échanges entre ces services-là pour qu'ils puissent communiquer sur des pratiques qui seraient mises en place qui pourraient avoir des incidences sur la paye. Ça, c'est voilà, premier conseil. Ensuite, ben, moi, je recommande énormément de s'informer, voire de se former. S'informer, bah, ça passe, principalement par les bases d'information légales. Aujourd'hui, on a une chance, assez énorme, pour le volet social, c'est d'avoir le site, boss.gouv.fr, hein, qui est le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui a été mis en ligne, il y a maintenant plusieurs années et qui est une mine d'or d'informations, qui est vraiment très bien alimentée, qui, à mon sens, est quand même très bien rédigée, ça reste assez accessible et compréhensible. La plupart des thématiques sont abordées. On a même souvent des exemples chiffrés. Donc ça permet de lever, à mon sens, beaucoup de doutes et d'obtenir, bah, des réponses à des questions qu'on peut se poser. Donc moi, voilà, je pense qu'il faut vraiment utiliser, user, abuser de ce site-là, même se mettre des petites alertes pour être informé des évolutions. À côté de ça, bah, on peut essayer de s'auto-auditer. Alors c'est pas forcément, toujours très simple, on n'a pas toujours le temps, les ressources, en cabinet ont pas toujours forcément les compétences pour tout auditer, mais sans aller jusqu'à refaire un contrôle, en interne. Bah, moi ce que je conseille toujours, c'est de se dire, si j'ai eu des contrôles au sein du cabinet sur une convention collective, bah, de prendre les lettres d'observation, tenir un fichier où on va essayer de regrouper, bah, tous les redressements qui ont été faits sur les clients, de cette convention-là, pour se dire: «Bah, voilà, sur, telle convention, je vois qu'il y a telle thématique qui ressortent souvent. Bah, je vais essayer de, prendre un max d'infos, juridiques sur ces sujets pour justement être très à l'aise et poser un cadre de conformité que je vais pouvoir ensuite essayer de reproduire sur mes autres dossiers et aller voir les clients en leur disant: «Voilà, bah, sur telle thématique, on a vu que vous aviez mis ça en place, vous ne le faites pas forcément de la bonne manière, il faut qu'on vous accompagne pour vous mettre en conformité et le faire mieux pour limiter les risques», parce qu'on a vu que, bah, lors des contrôles, c'était souvent redressé. Et pour faire un lien Et petite parenthèse par rapport aux uns et aux autres, l'idée, c'est aussi que si vous détectez effectivement que, on a dit tout à l'heure, par exemple, sur les entreprises de la fibre, mmh, que, elles étaient particulièrement ciblées à un moment T par, l'URSSAF. Si vous détectez ce genre de choses, vous avez tout intérêt effectivement,
à automatiser, entre guillemets, la collecte des informations et la mise en conformité de l'ensemble de ces entreprises, plutôt que de perdre du temps et de subir l'ensemble des contrôles que vous allez avoir. Donc très clairement, ces informations-là qu'on vient de vous donner peuvent avoir une valeur ajoutée très forte, puisqu'on sait qu'en cabinet d'expertise comptable, le temps, c'est de l'argent, peut-être qu'encore plus qu'ailleurs. Tout à fait, ouais, Eh c'est ben, un bon exemple. Dans la fibre, bah, pour donner un exemple très concret sur ce qu'on vient de dire, dans la fibre optique, il y a un sujet qui est très fréquent, c'est les grands déplacements. Donc c'est ces indemnités forfaitaires qu'on peut donner, aux salariés, qui respectent, des déplacements, selon certains critères légaux. Donc il faut être à plus de 50 kilomètres et plus d'1 h 30 en transport en commun de son domicile. Heu, en fait, dans la fibre optique, il y avait une pratique, très répandue, c'était d'essayer de gonfler un peu la rémunération des salariés, au travers de ces indemnités, alors même que les chantiers, n'étaient pas forcément, dans des zones qui permettaient de répondre à ces critères d'éloignement. Et du coup, ça engendre énormément de redressement. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que si on fait l'objet une fois d'un contrôle pour un client là-dessus, se rendre compte que c'est un vrai sujet de risque et tout de suite essayer d'être proactif avec ses autres clients et faire de la mise en conformité au maximum sur les thématiques qui sont redressées, régulièrement. Voilà, donc ça, c'est une veille qu'on peut essayer de faire sur, les différentes CCN qu'on a dans le cabinet, sur, quelles thématiques sont souvent redressées dans les CCN que j'ai en clientèle. Et enfin, pour moi, dernier conseil important, c'est ne pas hésiter à user et même abuser du rescrit social. Le rescrit social, vous le savez certainement, c'est la possibilité de poser une question à l'URSSAF sur une pratique en particulier et d'obtenir une réponse de l'URSSAF qui a une valeur d'opposabilité, hein, qu'on peut donc opposer à l'URSSAF en cas de contrôle futur, pour avoir vraiment, voilà, une réponse très concrète sur ce que vous devez faire dans une situation donnée. En tant qu'expert comptable, vous pouvez faire un rescrit, pour le compte de votre client. Hem, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment en faire, au maximum dès qu'on a un doute. Il faut savoir que les rescrits, enfin le fait de faire un rescrit social ne génère pas de contrôle. C'est pas parce que vous allez poser une question à l'URSSAF que ça va forcément générer un contrôle. Alors évidemment, si vous posez une question, qui est ostensiblement illégale, là vous risquez d'avoir un contrôle, hein. Si vous dites: «Est-ce qu'effectivement il faut que je déclare bien mes salariés?» Bon là l'URSSAF, risque de venir. Mais par contre, si vous posez des questions, normales, il y a aucune chance que ça déclenche, un contrôle, dans la foulée. Donc n'hésitez pas vraiment à profiter de ce dispositif-là. Et j'ajouterais peut-être, alors c'est un peu de la promo, mais malgré tout, je pense que tu seras d'accord avec moi, Cyril. Donc évidemment, dans les autres manières de limiter les risques au quotidien, c'est de mettre en place forcément toute une série d'outils qui vous permet de gagner en efficacité sur les questions de conformité. Donc notamment, évidemment, sur les questions de conformité en protection sociale, on sait que par exemple au 31/12, il y a toutes les décisions unilatérales de l'employeur qui doivent être à jour et on sait que concrètement, là, le niveau de conformité est très très faible. Par ailleurs, autre point qu'on a vu, c'est là, Cyril vient de vous suggérer de procéder à des rescrits. Encore faut-il poser la bonne question pour éviter d'avoir une réponse qui ne soit pas celle qui nous permet d'avancer. Et ça nécessite d'avoir un niveau de formation qui est pas complètement neutre. Et je crois, Cyril, là-dessus, que tu peux faire aussi des éléments d'accompagnement pour permettre aux uns et aux autres d'avoir le niveau de compétence suffisant, justement pour être en capacité d'adresser des sujets pertinents directement à l'URSSAF. Tout à fait, ouais, ouais. Après, moi, quand j'interviens, enfin, ma clientèle, de cabinet d'expertise comptable, les missions sur lesquelles j'interviens le plus souvent, ça va être, de la formation, former les collaborateurs sur de la méthode de contrôle URSSAF. Alors c'est pas, les rendre capables de faire un vrai contrôle de A à Z, mais en tout cas, c'est d'être capable justement dans les conventions collectives qui sont, gérées par le cabinet, d'identifier les risques majeurs, de faire un petit audit de ces risques et derrière d'être force de proposition auprès du client pour, se mettre en conformité. Voilà. Ou après, il m'arrive aussi d'intervenir pour le compte de cabinet, en faisant des contrôles à blanc sur certains dossiers. Ouais, tout à fait. Eh bien, impeccable. Donc là, on a vu comment limiter les risques au quotidien. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est aux bonnes pratiques du contrôle. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus?
Oui, alors, on a un temps assez court, donc le but, ça va être de se focaliser peut-être sur, les 2 étapes, importantes du contrôle, la préparation et puis pendant le contrôle. Alors sur la préparation du contrôle URSSAF, on peut faire pas mal de choses, mine de rien, pour se mettre dans de bonnes conditions. La première des choses qui est pas forcément écrite, mais qui est en lien avec la préparation des documents, moi je conseille toujours, vraiment systématiquement, quand on reçoit un avis de contrôle, c'est contacter l'inspecteur ou l'inspectrice. C'est très important pour plusieurs raisons. Déjà, passer un coup de fil à l'inspecteur quand on a reçu l'avis de contrôle, ça lui permet de s'assurer, que l'avis de contrôle a bien été reçu. Donc ça permet de s'assurer qu'à un moment donné, en tant qu'inspecteur justement, on va être bien reçu le jour J, que la personne est informée du contrôle, parce qu'il y a rien de pire quand on est inspecteur que de se pointer le jour, prévu et puis de pas être attendu, que rien ne soit préparé, voilà, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc au moins ça rassure l'inspecteur et puis c'est l'occasion d'en profiter, pour justement, parler de la préparation des documents avec lui en lui disant: «Bah, voilà, on a bien reçu votre avis de contrôle, on peut ou pas vous recevoir à la date convenue». Ça peut être l'occasion de demander un report, un changement de date, d'indiquer où se fera le contrôle, soit dans les locaux de l'entreprise, soit au sein du cabinet d'expertise si le comptable veut le recevoir dans ces locaux. Et puis on va pouvoir tout de suite lui dire: «Voilà, la liste de documents qui est dans l'avis de contrôle, cette énorme liste qui fait plusieurs dizaines de documents», de lui dire: «Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prépare en priorité? Est-ce qu'il y a vraiment une shortlist, que vous aimeriez avoir, à dispo le jour J? Et est-ce que vous avez éventuellement des formats de prédilection?» Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a des inspecteurs, qui sont un peu à l'ancienne, qui aiment bien avoir, des fichiers PDF imprimés, pour pouvoir prendre des notes dessus. Il y en a qui veulent du dématérialisé mais PDF, il y en a qui préfèrent du fichier Excel pour aller plus vite dans le retraitement des données. Donc dans la mesure où votre logiciel est capable de le faire, je conseille effectivement de poser cette question pour préparer les documents les plus importants seulement et sur un format qui convient, à l'inspecteur. Est-ce que Après tu peux ouais. ouais, j'allais te faire venir, directement sur les supports de communication. Ça, j'avais trouvé que le tips, était amusant. Est-ce que tu peux le partager? Effectivement, le dernier point là sur les supports de communication. Alors effectivement, ça c'est plutôt quand on est en entreprise, hein, parce que chez l'expert comptable en général, ça s'y prête moins. Mais quand on est en entreprise, il faut toujours être très vigilant aux supports de com, que ce soit l'affichage obligatoire ou même des supports qui peuvent traîner, parce que, il arrive parfois que des redressements naissent, d'informations, qui sont laissées, traîner, et que l'inspecteur va pouvoir, constater soit en allant aux toilettes, en passant devant, l'affichage obligatoire, soit des fois en attendant le matin dans une salle dédiée avant d'être envoyé dans la salle où aura lieu le contrôle. Heu, j'ai plein d'exemples. Ça peut être l'affichage obligatoire où on va, faire, la promo du futur séminaire, avec les super chalets à Megève qui ont été payés par l'entreprise, ou alors ça peut être le challenge commercial qui a été prévu et pour lequel, malheureusement, il n'y a pas eu d'infos donc ça n'a pas été soumis. Il peut y avoir aussi des fois, moi j'ai un exemple, assez récent, alors c'était pas en position de contrôle, mais c'était en position d'audit, dans une grosse société, une ESN, donc une société du numérique. J'attendais avant d'être reçu par mon client, dans une salle d'attente et en fait, ils avaient un livret RH, une sorte de newsletter RH et dedans, il y avait, chaque mois, le collaborateur qui avait fait, le plus de cooptation et qui se voyait offrir, soit un Mac, soit une tablette, iPad et cetera et en fait, quand j'en ai discuté, c'est un cadeau qu'il faisait mais qu'il soumettait pas. Et il faut savoir que quand on coopte et qu'on fait des cadeaux, le cadeau doit être soumis, hein, c'est du salaire. Donc le simple fait d'avoir laissé traîner ce fascicule, dans une salle d'attente, anodine, ça peut engendrer des redressements. Eh bien, je te remercie là sur, ces quelques informations. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on doit se comporter durant le contrôle. Pas de souci. Tu voulais pas que je finisse les deux-trois petits points avant? Non, on est pile Ah dans bah, le temps. écoute, si tu veux, allez, On a le temps? J terminons sur les quelques points. Allez. j'essaye de faire juste vite. Donc effectivement, le choix de l'interlocuteur, c'est super important. Je fais juste rapidement, c'est juste que parfois quand on choisit mal l'interlocuteur, on peut avoir des gens qui sont pris par le stress, de devoir gérer un événement important qui est un contrôle URSSAF. Donc il faut vraiment prendre quelqu'un qui va pas, être démoli par le stress parce que le stress fait parfois beaucoup parler, trop parler. Ça fait en dire, beaucoup trop. Donc éviter de prendre quelqu'un qui va être un petit peu submergé et surtout toujours mettre quelqu'un qui connaît bien le dossier, qui va être capable de répondre. Parce qu'il y a rien de pire que quand on est, inspecteur et qu'on pose des questions et qu'on nous dit: «Je sais pas, il faut que je demande, je sais pas, il faut que je demande». Voilà, ça c'est infernal. Donc le but d'un contrôle, c'est que ça se passe vite et bien. Donc il faut que ça aille rapidement et qu'on ait les bonnes informations. Parce que l'inspecteur a qu'une envie, c'est de pouvoir,
finir son dossier, finir son contrôle. Donc voilà, il faut l'aider à ce que ça se passe rapidement et dans de bonnes conditions. Le lieu d'accueil, toujours recevoir dans de bonnes conditions aussi l'inspecteur, ça paraît bête, mais c'est jamais une bonne stratégie de vouloir le mettre dans une pièce trop froide l'hiver ou trop chaude l'été. C'est quelque chose qui fonctionne pas, on fait pas partir l'inspecteur plus rapidement. Au contraire, ça a tendance à agacer. Donc voilà, recevez-le bien, voilà, une salle dédiée avec une bouteille d'eau, ça fait toujours plaisir. Et les réunions interservices, c'est juste le petit lien avec ce que je disais pour les cabinets. Toujours penser à faire communiquer les services entre eux régulièrement pour détecter des pratiques qui ont une incidence sur la paye et le social. Donc, je le disais, un challenge commercial organisé par le service des ventes qui attribue des chèques cadeaux ou qui offre un cadeau au meilleur vendeur tous les mois ou tous les trimestres. Il faut que l'information circule auprès de la paye pour qu'il y ait un avantage en nature. Très bien. Eh bien, donc, nous sommes durant le contrôle. Quelles sont les choses à savoir? Alors, durant le contrôle, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hem, L'important, c'est de bien accueillir l'inspecteur. C'est pareil, ça paraît tout bête, mais voilà, être sympathique, être bienveillant, quand on le reçoit, lui offrir un café au départ. Ça, c'est du basique, mais c'est ça fait marquer des points. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on commence un contrôle, l'inspecteur fait généralement un petit entretien préalable pendant lequel il va poser des questions sur l'entreprise et son organisation. Donc ça, c'est un entretien qu'il faut préparer parce que, ça permet à l'inspecteur d'identifier tout de suite des petites zones de risque qu'il va aller creuser. Donc il faut se dire que voilà, quand l'inspecteur commence à poser ces questions-là, il faut essayer de répondre aux questions évidemment, mais strictement aux questions. Ça sert à rien de tout de suite s'étendre un peu trop et de vouloir trop en dire. Donc c'est voilà, c'est un entretien qu'il faut au maximum préparer et sur lequel il faut être capable de d'en dire, mais sans trop en dire. Quitte à reformuler la question pour être sûr de pouvoir bien répondre à la question et pas répondre à côté. Exactement. Mais le but, voilà, c'est vraiment d'être sur une réponse stricte et ça rejoint un conseil important aussi pendant le contrôle qui concerne la diffusion des documents et justement la réponse aux questions de l'inspecteur. Hem, quand l'inspecteur vous demande des documents, déjà, comme je le disais, demandez cette shortlist au départ pour la fournir. Ne préparez pas tout, pour tout mettre sur une clé et tout donner au début. Il y a rien de pire parce qu'après l'inspecteur, il se régale à tout regarder à tête reposée. Faut vraiment donner cette shortlist uniquement et ensuite attendre les demandes de l'inspecteur et on donne que ce qu'on nous demande. Ça peut paraître bête aussi, mais moi j'ai redressé plein de fois des problématiques, que j'aurais pas forcément demandé, parce que, si je demande une rupture conventionnelle, je veux que, le CERFA et l'homologation de la directe. J'ai pas besoin d'avoir tout le dossier du salarié, toute la pochette avec toutes les infos du salarié. Parce que je vais regarder la pochette, je vais me balader dedans et je vais peut-être trouver des choses. Si je demande une rupture, on me donne juste une rupture, point barre. Il faut vraiment se contenter de donner ce qu'on demande et pas plus, parce que on peut se tirer une balle dans le pied. Et c'est la même chose pour les questions posées par l'inspecteur. Si l'inspecteur il vous pose une question en vous disant, je sais pas moi, est-ce que vos commerciaux, ils ont des frais professionnels? Oui, point. Pas, oui et tout de suite je rentre dans le détail, il y a du forfait, il y a du panier, il y a du réel, mais alors le réel c'est sur justificatif, mais on plafonne machin, non. Une question, une réponse et ensuite s'il va plus loin, on va plus loin. Ça sert à rien de s'étendre trop, si l'inspecteur le demande pas au départ. Et je reviens sur, ce que tu as dit tout à l'heure. L'histoire de la shortlist, c'est vraiment un élément, un conseil très, très important à retenir. Donc passez un coup de téléphone directement à votre inspecteur, demandez-lui cette shortlist et ne transmettez que les documents de la shortlist. Quand bien même vous avez une liste où on vous demande 50 documents, si vous avez cette shortlist où on vous en demande 10, vous n'avez à fournir finalement que ces 10 documents. Les 40 autres, suivants, ça sera si vous les redemande. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça, Cyril, qui te semblent nécessaires qu'on aborde dans le cadre de pendant le contrôle? Pendant le contrôle après, le dernier point, c'est juste de se rappeler que en tant que cotisant, on a aussi des droits, et le droit principal, c'est le droit de se faire assister. Donc je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais aussi pour vous en tant que cabinet d'expertise. Ne pas hésiter à dire à vos clients, faites-vous assister durant le contrôle. C'est un exercice particulier, c'est un exercice qui peut être stressant et il vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui a l'habitude de vivre et de «subir» entre guillemets des contrôles URSSAF, que de vouloir s'auto-gérer. Moi après bon, j'ai des clients qui finissent par vouloir le faire tout seul, je leur dis: «Fais-le tout seul, il y a pas de souci», mais c'est quand même un exercice particulier et voilà, il vaut mieux être rodé à l'exercice quand on le fait plutôt que de se lancer, dans le bain, sans avoir jamais vécu la chose.
Eh bien, très bien, merci Cyril. Donc, comment on fait? Alors, ce que je vous propose, messieurs, dames, pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas là à les poser tout de suite. On va les prendre les unes après les autres. Pendant que vous posez vos questions, Cyril, est-ce que tu peux nous dire comment on pourrait te reprendre la tâche auprès de toi si on a besoin d'être un peu plus dans le détail, avoir besoin d'une expertise complémentaire, une formation ou je ne sais trop quoi? Comment on fait pour te contacter? Eh bien, on peut passer par mon site web, donc mon-du-6inspecteur.fr, ou sur LinkedIn ou directement par mail. Je pense que mes coordonnées s'affichent, donc vous pouvez me contacter mail, LinkedIn ou via mon site. Eh bien, impeccable. Et puis pour ce qui est de VASA, donc sur les sujets de conformité en protection sociale, comme vous l'imaginez, et comme vous le savez sans doute globalement tous, c'est sur le site directement vasa.fr. Alors, on va passer aux questions. Quels sont les... donc, il y avait Anne-Carine, vous aviez une question, donc on va prendre les éléments. Pourquoi l'URSSAF ne communique pas sa documentation interne? Alors, je pense que vous faites référence peut-être à de la doctrine interne ou voilà, ou à des directives contrôle. Il faut savoir que justement le site du boss que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, en fait, il intègre la plupart des informations internes qui étaient à l'époque, réservées aux inspecteurs. Parce que vous avez même sur le boss, effectivement, des directives contrôle, hein, qui sont indiquées, puisque vous avez parfois, des indications relatives à des périodes de transition pendant lesquelles il n'y aura pas de redressement en attendant une période future, et cetera. Donc aujourd'hui, la majorité, de la documentation interne, en tout cas, auquel avaient accès, les inspecteurs, est disponible sur le boss. Il reste effectivement quelques directives internes, mais qui ne sont pas diffusées puisque après, l'objectif aussi pour l'URSSAF, c'est pas forcément de communiquer sur toutes les décisions qu'ils vont prendre, notamment sur certains secteurs spécifiques. Je comprends la question, mais après, ça me choque pas que l'administration garde en interne quelques directives, vraiment spécifiques à notamment à des secteurs. Et donc, c'est ce qui est conservé en interne, si je comprends bien, Cyril, c'est plus des éléments de stratégie que des éléments de droit ou d'interprétation de certains textes. Ah, c'est quasiment que de la stratégie effectivement, liée, comme je le disais, soit à des secteurs, soit à des pratiques particulières et souvent, en fait, les directives internes, sont plutôt des directives favorables aux cotisants que défavorables puisque c'est souvent, des demandes de tolérance où, voilà, l'URSSAF communique aux inspecteurs en disant: «Sur telle thématique, on vous demande d'être tolérant, en tout cas pendant une période donnée, de ne pas redresser, d'être plutôt dans le conseil et l'information». Donc, voilà, c'est plutôt favorable. Ok, je vais te poser en attendant peut-être qu'il y ait une autre question, une question qu'on a forcément dû te poser régulièrement, qui est peut-être un peu espiègle et je m'en excuse, Cyril. Est-ce que l'inspecteur URSSAF a un intérêt à redresser? Est-ce que concrètement il est intéressé euh, à la performance du niveau de redressement qu'il peut appliquer directement à une entreprise? Alors non. Sinon je serais peut-être encore, à l'URSSAF si on avait des primes. Mais, non, non, il y a pas de prime sur les redressements. Après les redressements, influencent, de manière, extrêmement faible la rémunération de l'inspecteur, dans 2 enfin, sur 2 aspects. Le premier c'est que, ben, la statistique de redressement fait partie des centaines, parce qu'il y a plusieurs centaines d'indicateurs pris en compte pour l'intéressement. Donc dans l'intéressement, effectivement, le fait de redresser, mais alors c'est on va dire, c'est la performance collective de redressement, hein, qui va influencer, le montant de l'intéressement final, mais vraiment de manière extrêmement minime. Et après, bah, être un «bon inspecteur» entre guillemets, donc avec des bonnes performances de redressement, ça va influencer plutôt l'avancement de carrière. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être plus souvent des promotions si on travaille bien, qu'on redresse. Alors, c'est pas forcément redresser beaucoup, mais c'est plutôt de redresser bien, c'est-à-dire bien redresser, c'est-à-dire, identifier des thématiques, avérées sur lesquelles on va pas forcément avoir beaucoup de contentieux derrière, travailler proprement, voilà, avec peu de contestations, un chiffrage bien fait, et cetera. Donc, si je comprends bien, Cyril, et tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, tout à l'heure, tu disais que ce qui est important pour le contrôleur, c'est que le contrôle se fasse rapidement
et tranquillement, entre guillemets. Donc concrètement, ce qu'on doit effectivement imaginer dans le cadre d'un contrôle, c'est surtout pas faire de rétention d'informations tout en se limitant uniquement aux informations demandées et mettre en sorte que le contrôle puisse effectivement être le plus rapide, le plus efficace possible. Et ça intéresse directement l'inspecteur plus que les sommes collectées. Effectivement, plus, en fait, l'inspecteur, mine de rien, aujourd'hui, un inspecteur, réalise quand même assez beaucoup, enfin, un nombre assez important de contrôles à l'année, plusieurs dizaines, et c'est vrai que, plus il va pouvoir travailler rapidement et dans de bonnes conditions, plus il va pouvoir, finaliser son contrôle et restituer la lettre d'observation, et donc il est attentif à pouvoir aller vite et à travailler bien. Donc effectivement, c'est plutôt des points, on marque des points quand on l'aide à faire ça. Alors, nouvelle question d'Agnès. Si la situation financière d'une entreprise est catastrophique, est-ce que l'inspecteur peut fermer les yeux sur certains points pour éviter un redressement que l'entreprise ne pourra payer? Alors, lorsqu'on est confronté, durant un contrôle à une situation, financière compliquée et qu'on a des redressements importants, alors après rien n'oblige l'inspecteur à faire ça malheureusement, mais quand on est un inspecteur un minimum, éthique, normalement, avant d'envoyer la lettre d'observation, on prend rendez-vous avec son manager contrôle et puis, on va un petit peu, parler de l'entreprise et de la situation pour expliquer que, on a identifié des points qui devraient normalement être redressés, mais que si on les redresse, in fine, on risque peut-être de tuer l'entreprise. Et dans ces cas-là, c'est le rôle du manager contrôle, de prendre des décisions avec l'inspecteur pour parfois transformer des redressements en observations pour l'avenir et limiter l'impact financier, in fine. L'objectif de l'URSSAF, c'est pas de tuer les entreprises, hein, loin de là normalement. Après, malheureusement, ça va dépendre du caractère de l'inspecteur et de son envie, de bien faire ou pas. Mais voilà, normalement, quand on est un minimum éthique, moi, ça m'était arrivé plusieurs fois d'avoir des entreprises où je savais que les redressements, le total des redressements pouvait le tuer. Dans ces cas-là, je j'allais voir mon manager pour que lui prenne la décision de ne pas redresser certains points et de simplement les observer pour l'avenir. Ça se fait. Eh bien, puisqu'il n'y a plus d'autres questions, messieurs, dames, j'espère qu'on a répondu à vos attentes. Donc, on aura un prochain webinaire qui sera sur le sujet de la RSE, qui est un nouveau challenge donné, une nouvelle mission donnée au cabinet d'expertise comptable qui aura lieu effectivement dans un mois. Donc, eh bien, on espère que vous voir aussi nombreux et donc vous verrez sans doute un certain nombre de communications. En attendant, vous pourrez retrouver donc Cyril sur son site moninspecteur.com.fr. .fr, moi les 2 fonctionnent, .fr. mais .fr. Bon, bah parfait, moninspecteur.fr. Et si vous avez des sujets liés à la conformité en protection sociale, on se fera plaisir effectivement de vous retrouver sur le site vasa.fr. Merci à tous, excellent appétit et à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.